Cette histoire a commencé par un enterrement, pas le mien. Mais après ce jour-là, ma vie a commencé à se fissurer. Je m'appelle Jean. Je ne suis ni un héros, ni un monstre. Je suis simplement un homme qui, à un moment donné, a cru savoir qui était coupable. Et j'y croyais assez fort pour vouloir détruire quelqu'un. À ce moment-là, je ne savais pas encore à quel point je me trompais. Ma sœur est morte brutalement. Officiellement, c'était un accident. Une voiture. La pluie, une mauvaise visibilité. Quelques phrases sèches dans un rapport de police, je les ai lues des dizaines de fois sans jamais y croire. Elle n'était pas imprudente. Elle ne roulait pas vite. Elle ne prenait pas de risques inutiles. Elle appelait toujours en arrivant. Ce soir-là, elle n'a pas appelé. Elle avait un associé, un partenaire professionnel. Il s'appelait Paul. Tout le monde disait qu'il l'aidait, qu'il la soutenait, que sans lui, elle n'aurait jamais tenu. Moi, je voyais autre chose. Je voyais son stress après leur conversation, son silence à table, le café en trop, le sommeil en moins. Paul avait l'air parfait, toujours. Costume propre, voix calme, mots justes. Ce genre d'homme ne crie jamais. Il pousse doucement les limites, jusqu'à ce que vous soyez coincé sans comprendre comment vous y êtes arrivé. J'étais convaincu qu'il avait fait quelque chose, peut-être pas avec ses mains, mais avec la pression, la peur, les dettes. Je n'avais pas de preuves, mais j'avais une certitude. Et quand on perd quelqu'un, les certitudes semblent suffisantes. Je ne suis pas allé à la police aime les faits, moi je voulais ma vérité. C'est à ce moment-là que j'ai engagé un détective. Il ne ressemblait pas à ceux des films. Pas de manteau, pas de cigarette, un homme discret, d'une cinquantaine d'années, peu de mots. Il m'a posé une seule question. Qui et pourquoi? Je veux détruire sa réputation, ai-je répondu. Lentement, proprement. De façon à ce qu'il ne puisse plus jamais regarder les gens en face. Il m'a regardé longuement. Êtes-vous sûr qu'il est coupable? J'ai hoché la tête. Absolument. C'était ma première grande erreur. Nous avons commencé par son activité. Ses relations sont passées. Le détective travaillait dans le silence, sans scandale. Il trouvait des fissures, de vieux conflits, des dossiers mal fermés, des gens mécontents mais trop prudents pour parler. Et plus j'apprenais, plus je me convainquais d'avoir raison. Paul savait toujours retomber sur ses pieds, toujours propre, toujours intact. Et cela nourrissait ma colère. Je l'imaginais seul, un jour, pendant que tout sortirait au grand jour, les regards qui se détournent, le silence autour de lui. Je croyais que c'était ça, la justice. Puis le détective m'a appelé tard, un soir. Il faut qu'on se voie, a-t-il dit. Pas par téléphone, sa voix était différente, moins neutre, comme s'il avait compris quelque chose trop tard. Nous nous sommes retrouvés le lendemain, il a posé un dossier épais devant moi. J'ai trouvé quelque chose, a-t-il dit, et ça ne va pas vous plaire. J'ai ouvert le dossier et j'ai vu un nom que je n'aurais jamais imaginé voir là. C'était le nom d'une personne que je considérais presque comme de la famille. À cet instant précis, j'ai compris une chose. Si je continuais, ma vie changerait à jamais. Mais pas du tout de la manière que j'avais prévue. Le nom dans le dossier m'était douloureusement familier. C'était Michel, le mari de ma sœur. Je suis resté silencieux, les yeux fixés sur les lettres, comme si elles pouvaient changer si je clignais des yeux. Elles n'ont pas changé. Le détective ne s'est pas pressé. Il m'a laissé le temps. Pour cela, je lui en ai été reconnaissant. C'est une erreur, ai-je fini par dire. Il l'aimait. Je n'ai jamais dit le contraire, a répondu le détective calmement. J'ai dit qu'il était impliqué. Ces mots ont été lourds. L'amour et la culpabilité ne s'excluent pas. Je le savais avec la tête, mais pas avec le cœur. Michel faisait partie de notre vie depuis des années. Calme, fiable, sans geste brusque. Il aidait ma sœur avec les papiers, l'argent, les déplacements. C'est lui qui avait insisté pour qu'elle assure la voiture. C'est lui qui avait insisté pour qu'elle conduise seule ce soir-là. Je me souvenais de ces détails, mais je ne les avais jamais reliés entre eux. Ce n'est pas tout, a dit le détective en tournant quelques pages. Il y avait des relevés d'appels, des mouvements bancaires, des messages supprimés du téléphone de ma sœur mais retrouvés dans le cloud, des phrases courtes, sans émotion, à propos d'argent, de délai. Et cette phrase, ce sera mieux pour tout le monde. Il avait de grosses dettes, a poursuivi le détective. Pas professionnelles, personnelles. Et si votre sœur ne signait pas certains documents, la situation devenait dangereuse pour lui. Mais l'accident, ai-je commencé, n'était pas prémédité, m'a-t-il coupé. Mais les conditions l'étaient. Fatigue, pression, peur. Et une personne qui, ce soir-là, n'a pas appelé au bon moment. J'ai senti quelque chose céder en moi. Pas avec fracas, lentement, comme une vieille poutre qui craque sans tomber. Ce jour-là, j'ai marché longtemps dans la ville. J'essayais d'en vouloir encore à Paul. J'avais besoin d'un schéma simple. Un ennemi, une cible, un plan. Mais maintenant, l'ennemi était assis à la table familiale de mes souvenirs. Et cela rendait tout plus difficile. J'ai appelé le détective le soir même. « Et Paul ?» ai-je demandé. « Il n'y est pour rien ?» Il n'est pas irréprochable, a-t-il répondu, mais il n'a rien à voir avec la mort de votre sœur. Il a surtout profité de la situation après. Je suis resté silencieux. Vous voulez toujours détruire sa réputation? M'a-t-il demandé. J'ai compris que la question n'était pas à propos de Paul, elle était à propos de moi. Non, ai-je dit. Je veux toute la vérité, jusqu'au bout.
À partir de ce moment, notre travail a changé. Nous ne cherchions plus de la saleté. Nous cherchions une logique, une cause, un enchaînement, et plus nous avancions, plus le tableau devenait clair. Michel n'avait pas poussé, il n'avait pas menacé, il avait simplement créé une situation où ma sœur se retrouvait seule avec sa peur, et cela a suffi. Je ne savais pas quoi faire de cette vérité. Aller à la police? Transformer sa mémoire en scandale? Détruire la vie d'un homme déjà prisonnier de son acte? Un soir, j'ai rencontré Michel, simplement, autour d'un café. Il avait l'air fatigué, vieilli. Il parlait de la météo, du travail, de banalités, et moi, je le regardais en pensant à quel point il est facile de ne pas connaître vraiment ceux avec qui l'on vit pendant des années. Il ne savait pas que je savais, et dans cette ignorance, il y avait une forme de pouvoir, mais aussi une lourde responsabilité. En rentrant chez moi, j'ai compris une chose. Détruire une réputation, ce n'est pas répandre des rumeurs, c'est laisser quelqu'un seul face à son propre reflet. Et à ce moment-là, je ne savais toujours pas ce que j'allais te faire. Après avoir vu le nom de Michel dans le dossier, quelque chose a changé en moi. Pas brisé, changé de position, la colère est partie. Les émotions se sont tues. Il est resté un espace froid et clair, où les décisions se prennent lentement, sans pitié. J'ai compris une chose très simple. Il ne méritait pas une fin rapide. Une fin rapide, c'est un soulagement. Et je ne voulais pas lui offrir ça. Je voulais qu'il vive avec ce qu'il avait fait, longtemps, en pleine conscience. J'ai revu le détective et je lui ai dit sans détour, maintenant, nous ne travaillons plus pour la vérité. Nous travaillons pour les conséquences. Il n'a posé aucune question. Il a simplement hoché la tête. Nous ne sommes pas allés à la police. La police met un point final. Moi, je voulais des virgules, longues, épuisantes. Michel avait construit son image pendant des années. Mari fidèle, homme fiable, calme, quelqu'un à qui l'on peut confier des documents, de l'argent, des décisions. Et c'est précisément cela qui est devenu son point faible. Nous avons commencé par sa vie professionnelle, très doucement, sans scandale, sans mensonge, uniquement des faits, retard, engagements non tenus, décisions prises dans des situations de conflit d'intérêts. Tout ce qui passait autrefois inaperçu parce que personne ne regardait vraiment. Nous n'avons rien divulgué, nous avons simplement aidé certaines informations à apparaître là où elles devaient être vues. Un auditeur, une banque, un partenaire qui, soudain, ne se sentait plus à l'aise. Je regardais tout cela de loin, je n'intervenais pas, je ne forçais rien. Je savais que le système ferait le reste, dès lors qu'on le poussait légèrement. Michel a commencé à perdre pied. Cela se voyait, il m'appelait plus souvent. Demandait si tout allait bien entre nous, parlait de ma sœur, de mémoire, de famille. Je l'écoutais, je répondais brièvement, calmement, comme si rien ne se passait. En parallèle, j'ai fait autre chose. J'ai appelé des personnes qui, autrefois, avaient refusé de travailler avec lui. Pas par rancune, par intuition. Je ne les ai pas convaincus, je les ai simplement laissés parler. Les gens parlent-tu toujours quand ils sentent qu'on ne veut rien leur prendre? Quelques mois plus tard, Michel a perdu un contrat clé, puis un autre. Pas à cause d'un scandale, à cause de risques internes. C'est la formule la plus cruelle qui soit. Elle n'explique rien, et elle ne laisse rien à combattre. Sa réputation ne s'est pas effondrée, elle a commencé à se fissurer. Et c'est bien pire, parce que les fissures sont visibles pour tous, mais personne ne sait quand l'effondrement aura lieu. Un soir, il est venu chez moi sans prévenir. Il s'est assis en face de moi. Il m'a regardé droit dans les yeux. « Tu sais ce qui se passe » m'a-t-il demandé. « Oui » ai-je répondu. « C'est à cause de toi » J'ai marqué une pause, longue. « Non » ai-je dit. « C'est à cause de toi. Maintenant, ça se voit. » Il a pâli. Pour la première fois, il n'a pas nié. Il n'a pas crié. On ne crie que lorsqu'on pense encore pouvoir sauver quelque chose. Je me suis penché légèrement vers lui et j'ai dit calmement « Tu voulais qu'elle porte un poids qui n'était pas le sien. Maintenant, tu le portes seul. » Sans dette, sans peur, sans excuse. Il n'a rien répondu. Il est parti. Et j'ai su que désormais, chaque nuit, il se réveillerait avec la même pensée. Pas l'argent, pas le travail, ce jour-là, ce choix-là. Je ne l'ai pas détruit d'un seul coup. Je l'ai laissé se détruire lui-même jour après jour. Et c'était la seule vengeance qui avait vraiment du sens. Après cette conversation, Michel a disparu de ma vie. Pas physiquement. Il continuait à exister, à travailler, à parler aux gens. Mais quelque chose en lui s'était définitivement déplacé. On pouvait le sentir. Il n'était plus à sa place nulle part. Il n'était plus invité là où il l'avait été pendant des années. Pas parce que quelqu'un l'avait dénoncé, mais parce qu'être près de lui était devenu inconfortable. Les gens sentent ce genre de choses sans pouvoir les expliquer. Il était tendu, méfiant. Il se justifiait avant même qu'on lui pose une question. C'est ainsi qu'une réputation meurt vraiment. Pas en tombant, en devenant glissante. Je n'ai plus rien fait. Je n'en avais plus besoin. Tout ce qui devait être lancé l'avait été. Désormais, chaque matin commençait pour lui avec la même pensée. Quelqu'un sait? Pas forcément moi, quelqu'un, et cela suffisait. Il m'a appelé une dernière fois. Sa voix était nue, sans défense. « Tu aurais pu en finir vite » a-t-il dit. « Pourquoi ne l'as-tu pas fait » J'ai répondu honnêtement.
Parce qu'alors, tu serais devenue une victime. Et je ne voulais pas te ressembler. Il est resté silencieux longtemps. Tu m'as détruit la vie, a-t-il fini par dire. Non, ai-je répondu calmement. J'ai simplement arrêté de la couvrir pour toi. C'était la vérité, dure, précise. Après cela, il n'y a plus eu de contact. J'entendais parfois parler de lui. Changement de poste, déménagement, rupture silencieuse. Mais on ne fuit pas ce que l'on porte à l'intérieur. Moi, je suis revenu à ma vie. Pas immédiatement. Mais pour la première fois, sans avoir besoin de prouver quoi que ce soit. Je ne rejouais plus les scènes dans ma tête. Je ne cherchais plus les mots parfaits. Tout avait été dit. On me demande parfois si je n'ai pas été trop dur. Pourquoi je ne suis pas allé à la police? Je réfléchis toujours quelques secondes avant de répondre. Parce qu'un tribunal, c'est une fin. Et moi, je voulais qu'il vive avec un début. Le début de chaque matin où l'on ne peut pas fuir soi-même. Je n'ai pas détruit un innocent. Je n'ai pas frappé au hasard. J'ai simplement retiré à un coupable le droit d'être en paix. Ma sœur ne reviendra pas, je le sais. Mais maintenant, je sais autre chose aussi. La vérité ne crie pas toujours. Et la vengeance ne ressemble pas toujours à un coup. Parfois, elle ressemble à une vie où il n'y a plus aucun endroit pour se cacher. Et crois-moi, c'est largement suffisant.